Bonsoir. Je vais essayer d'être brève. Et ça tombe bien, l'exposé que je vous ai préparé s'enchaîne très bien avec celui de Rémi Père. Parce que, pour reprendre l'exemple du jury, on suppose bien sûr que les jurés ont lu les copies et qu'ils ont compris ce qu'il y a dedans. Donc il y a du contenu aussi. On ne se décide pas seulement sur la forme. Voilà. Alors, Condorcet est un théoricien de l'instruction publique. La Révolution française a fourni une très importante réflexion sur l'institution d'une école publique gratuite. Au sein de celle-ci, les textes de Condorcet, alors je dois appuyer, voilà. Au sein de celle-ci, les textes de Condorcet, 5 mémoires sur l'instruction publique, rapports et projets de décret relatifs à l'organisation générale de l'instruction publique, sont de loin les plus importants, les plus consistants, mais il y en a beaucoup. Et ces textes ont donné à l'école républicaine ses principes émancipateurs. La théorie de l'instruction publique de Condorcet, dont je vais m'efforcer de présenter quelques points, a inspiré en partie l'œuvre scolaire de la Troisième République, mais cette œuvre scolaire, sur bien des points, ne va pas aussi loin que Condorcet. Et aujourd'hui même, nous aurions intérêt à relire Condorcet. Il s'agit toujours de la pensée la plus puissante d'une école républicaine, d'une école démocratique. Elle nous rappelle que l'école publique n'a pas pour objectif l'adaptation sociale, ni des compétences dictées par une extériorité fluctuante, mais l'instruction de chacun selon un modèle raisonné d'appropriation des savoirs libres et libérateurs. Sa finalité, c'est la liberté. Alors Condorcet a abordé la question de l'institution scolaire comme celle d'un devoir de la puissance publique. Au moment de la Révolution française, c'est un devoir de la puissance publique envers les citoyens. On dirait aujourd'hui que l'instruction fait partie des droits créances, pas seulement des droits libertés. Il faut que la puissance publique alimente ce droit. Pourquoi ? Eh bien parce que la question du savoir en général et de l'école comme institution publique se pose d'urgence à un peuple qui est amené à prendre des décisions politiques qui le concernent. On appelle ça un peuple souverain. Faute de connaissances et de pensée réflexive, un tel peuple s'expose à devenir son propre tyran et les progrès inéluctables de l'inventivité humaine vont pouvoir devenir pour lui un processus d'étouffement, vont pouvoir se retourner contre lui. La souveraineté d'un peuple, son effectivité politique, tient d'abord à des conditions formelles. Ce sont les conditions du scrutin dont on vient de parler. Condorcet est un théoricien du suffrage, nous venons de le voir. On peut perdre sa souveraineté lorsque le scrutin est faussé. Il peut l'être dans sa forme, c'est ce que nous venons de voir. Mais il peut aussi, ce scrutin, être utilisé de manière rigide, même s'il est correct au niveau de sa forme, ou du moins autant que possible. Et Condorcet développe à ce sujet une théorie qu'il appelle, le concept qu'il appelle l'exigence de pluralité. L'exigence de pluralité. Cette exigence veut que toute décision soit proportionnée dans sa forme, dans la manière dont elle est prise, à la nature de son objet et aux conséquences qu'on peut en attendre. Pour voter l'élargissement d'une liberté, son accroissement, par exemple, on va requérir moins de majorité que pour voter sa restriction. Et dès 1785, dans le fameux essai au titre interminable dont Rémi a parlé, eh bien, Condorcet se fonde là-dessus pour récuser la peine de mort dans son principe. En effet, cette peine est absolue, elle est irréversible, et donc il faudrait qu'elle exige une procédure analogue, une procédure absolument certaine, absolument exempte de tout risque d'erreur, ce qui est impossible. Donc, il faut récuser la peine de mort. Alors pourquoi est-ce que je rappelle ce point ? Eh bien pour souligner que le concept central de toute la réflexion qui va nourrir le concept d'instruction publique, c'est celui de l'erreur, ou plutôt celui de l'évitement de l'erreur. Cette question, ce n'est pas seulement une question interne au développement des connaissances, ce n'est pas seulement une question de savants, elle n'est pas seulement épistémologique, elle est également politique. Personne ne peut être tenu par une erreur.
Aucune autorité n'a le droit de m'imposer une décision erronée, même si elle est prise à la majorité et même si cette majorité a été bien calculée. Je ne peux accepter une décision nécessaire à la vie en commun, qu'elle soit prise. Alors, une décision nécessaire à la vie en commun, ça s'appelle une loi. Que cette décision soit prise par un prince, par un peuple, ou même par un dieu, je ne peux l'accepter que si j'ai des garanties, non pas qu'elle est exempte d'erreur, ce qui est souvent impossible, mais si j'ai des garanties, si j'ai la certitude que l'instance de la décision s'est donné toutes les conditions accessibles au moment où on a pris la décision pour éviter l'erreur. Il ne s'agit pas donc de condamner toute erreur, mais de faire en sorte d'éviter les erreurs qui découlent d'une faute. La faute consisterait à ne pas vouloir connaître tout ce qu'on pouvait connaître au moment d'une prise de décision. On n'a donc aucune raison d'obéir à un peuple ignorant, même s'il est souverain, même s'il y a de bonnes procédures de scrutin. Ou plutôt, un peuple qui prend des décisions s'expose à être l'artisan de sa propre servitude. Et puis, contre qui va-t-il se retourner? Un peuple souverain n'a donc pas le droit d'être ignorant. Il se doit d'être aussi éclairé que possible. Voici donc un texte que je vous propose. Tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à la raison seule, qui recevront leurs opinions d'une opinion étrangère, en vain toutes les chaînes auraient été brisées. En vain ces opinions de commande seraient d'utile vérité. Le genre humain n'en resterait pas moins partagé en deux classes. Nous voyons l'usage du mot classe dont Pierre a parlé tout à l'heure. Celle des hommes qui raisonnent et celle des hommes qui croient. Celle des maîtres et celle des esclaves. Les citoyens ne peuvent donc être libres qu'en s'appropriant les objets du savoir, ces objets du savoir désintéressés qui forment l'encyclopédie. Il appartient donc à la puissance publique d'organiser cette appropriation afin que chaque personne puisse se soustraire à l'autorité d'autrui et cultive sa perfectibilité, afin aussi que les décisions politiques qui s'imposent à tous ne soient pas le fruit de l'ignorance. Donc la finalité d'une école pour un peuple souverain n'est pas l'adaptation sociale, n'est pas forcément l'adaptation économique, parce qu'elle viendra après, mais c'est la liberté de chaque individu. L'école publique va devoir donc instruire et non imposer une éducation qui tendrait toujours à une sorte de conformation, assujettie à une finalité préalable. Mais comment faire? On voit bien, à partir de là, que l'école est nécessaire, une école publique. Mais on ne peut pas tout apprendre. On ne peut pas non plus prévoir quel sera l'état du savoir dans 20, 30, 50 ans. Il faut donc se poser la question de ce qui libère, la question des principes. Que l'instruction soit nécessaire est donc une proposition évidente presque, mais généreuse aussi, mais elle est trop large, car tout savoir n'est pas libérateur. Il existe des savoirs clos qui transmettent des recettes. Fais comme je fais, fais comme je fais. Suivez-moi les gars. Vous n'êtes pas libérés quand vous faites ça. Il y en a qui se contentent d'informer, de saupoudrer, sans remonter aux principes qui rendent une connaissance intelligible. D'autres savoirs aussi s'appuient sur la prédication, le prêchi-prêcha, et font obstacle à l'autonomie de la raison dans leurs principes mêmes. D'autres, enfin, ont pour objet ouvertement la manipulation d'autrui, les techniques de communication. Eh bien, Condorcet va exclure de l'instruction publique tout enseignement religieux. Il rejette tout enseignement recourant à la séduction, à l'affectivité, à la pure autorité ou au prêchi-prêcha, au crois-moi sur parole. C'est la base d'un enseignement que nous allons appeler un enseignement laïque. Mais il privilégie toujours, en faisant cela, un modèle d'intelligibilité, une organisation du savoir qui remonte aux principes, aux éléments. L'école va donc être le lieu des savoirs élémentaires, au sens où d'Alembert parle des éléments dans ses ouvrages.
Donc lier l'instruction à la liberté va supposer le choix d'un modèle de savoir, un modèle raisonné et un modèle ouvert. Il existe des dispositifs intellectuels dont le pouvoir explicatif est plus grand que d'autres et qui sont plus aptes à faire face au développement inéluctable d'un progrès des choses, d'un progrès aveugle qui peut se retourner contre nous. Eh bien, ce dispositif du savoir, c'est celui qui a été, pour Condorcet, c'est celui qui a été inauguré par la science et la philosophie classique. On en a parlé avec Pierre Crépel, Galilée, Bacon, Descartes. Et on peut résumer ce dispositif par l'idée d'ordre raisonné, dont s'inspire chaque article de l'encyclopédie. Faire en sorte, autant que possible, que l'accès à toute connaissance soit progressif, qu'il soit disposé de l'élémentaire au dérivé, du simple au complexe, autant que possible. Ce type d'accès est libérateur puisqu'il permet à chacun de s'emparer des principes d'une connaissance, mais aussi de progresser, d'aller plus loin, parce que même de ce qu'on n'apprend pas tout de suite, on a des principes pour comprendre ensuite. Et Condorcet va appliquer cette idée aussi à l'enseignement technique, à l'enseignement professionnel, où il insiste beaucoup sur les principes. Il dit, si vous ne le faites pas maintenant avec des élèves, eh bien, ils vont être ensuite happés par les occupations professionnelles et il faut qu'ils aient des éléments de réflexion. Ça ne doit pas reposer sur une transmission de pure routine. En formant le plan de ces études, comme si elles devaient être les seules, et pour qu'elles suffisent à la généralité des citoyens, ça c'est pour qu'elles les rendent autonomes, on les a cependant combinées de manière qu'elles puissent servir de base à des études plus prolongées et que rien du temps employé à les suivre ne soit perdu pour le reste de l'instruction. Vous voyez, là vous avez l'intrication entre les questions de connaissance, les questions épistémologiques et les questions juridiques et politiques. Il s'agit toujours d'élever. Plus largement, l'appropriation des objets que j'appelle des objets libéraux du savoir, dans leur gratuité, est une expérience concrète, est une expérience très haute de la liberté. C'est à l'école qu'on va faire l'expérience la plus haute de la liberté. Un enfant qui comprend comment fonctionne une retenue dans une soustraction, ça ne va pas de soi, hein ? Une retenue dans une soustraction. On emprunte un nombre, hein, on le fait changer de colonne. Eh bien, un enfant qui a compris cela atteint sur ce point-là une position absolue. Il est comme un dieu. Même Pythagore ne pourrait pas mieux comprendre ce point-là. Et personne donc ne lui dicte ce qu'il pense. Il est l'auteur de ce qu'il pense. Ainsi, la liberté des objets du savoir est celle des sujets qui construisent les savoirs, celle de ceux aussi qui se les approprient, sont analogues, ont la même forme. Alors pour illustrer cela, je vous invite à lire ou à relire la grande scène du bourgeois gentilhomme, acte 2, scène 4, où M. Jourdain découvre que la langue qu'il parle tous les jours ne sert pas seulement à dire des choses, mais qu'elle a ses propres lois, qu'elle est composée de phonèmes. Et il se trouve, il en reçoit un effet d'élargissement, il se trouve grandi, libéré, ça lui donne des ailes. Alors évidemment, après, il s'en mêle les pinceaux un peu, ça va un peu trop vite pour lui. Ah, que cela est beau. Eh bien, c'est une expérience de la liberté. Alors voyons maintenant l'aspect institutionnel. L'instruction est publique. Et cette fois-ci, on met un I majuscule à l'instruction puisque c'est l'institution. L'organisation politique a le devoir de l'assurer face aux forces sociales qui lui font obstacle. Elle fait partie des combinaisons pour assurer la liberté. Des combinaisons pour assurer la liberté. C'est beau cette expression. Combinaison pour assurer la liberté. Et donc, elle va être une institution d'État, présente de manière homogène sur l'ensemble du territoire national, gratuite et accessible à tous. Les filles sont concernées au même titre que les garçons et recevront le même enseignement.
Ça, c'est un texte qui est tiré d'un autre texte sur l'instruction publique, sur l'admission des femmes au droit de cité. Les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles, susceptibles d'acquérir des idées morales et de raisonner sur ces idées. Ainsi, les femmes, ayant les mêmes qualités, ont nécessairement des droits égaux. Où aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritables droits, où tous sont les mêmes, et celui qui vote contre le droit d'un autre, quelle que soit sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens. C'est aussi simple que cela. Le calcul n'est pas difficile à effectuer, encore faut-il consentir à le faire. Donc les filles sont concernées exactement comme les garçons. Les maîtres sont recrutés avec un système de recrutement très compliqué, mais principalement sur leur degré de maîtrise des savoirs. Et cela d'autant plus que le degré d'enseignement dans lequel ils enseignent est le plus élevé. Leur statut, ils seront payés sur le trésor public, ils seront donc fonctionnaires. Leur statut doit les mettre à l'abri des pressions, qu'elles viennent de la société, des pouvoirs idéologiques ou religieux, mais aussi du pouvoir politique. Aucun pouvoir, y compris celui qui émane de la souveraineté populaire, aucun pouvoir n'a compétence pour dire ce qui est vrai et ce qui est faux, pour régenter le savoir ou pour imposer des méthodes d'enseignement. L'indépendance de l'instruction fait en quelque sorte une partie des droits de l'espèce humaine, puisque la vérité seule est utile, puisque toute erreur est un mal. De quel droit un pouvoir, quel qu'il fût, oserait-il déterminer où est la vérité, où se trouve l'erreur? Et celle-là, elle est belle aussi. En général, tout pouvoir, de quelque nature qu'il soit, en quelque main qu'il ait été remis, de quelque manière qu'il ait été conféré, est toujours ennemi des Lumières. C'est magnifique. C'est aussi la raison pour laquelle Condorcet insiste sur le développement des sociétés savantes, des académies, auxquelles on lui a assez reproché d'ailleurs, auxquelles il donne d'ailleurs un droit de regard sur le recrutement des professeurs. Un point, voyons, où est-ce que j'en suis? Je vais essayer d'aller vite, j'arrive à la fin. Un point mérite quand même d'être souligné, un petit point qui peut nous intéresser. L'école publique de Condorcet n'est pas exclusive. Un réseau d'écoles privées, dit-il, doit exister. Et oui, Condorcet est favorable à l'école privée, mais pas à son financement public. Il raisonne en termes de réseau et non en termes d'établissement. L'instruction publique fait partie des institutions que la puissance publique a le devoir d'organiser, mais il y a une partie de ces institutions qui ne doit pas fonctionner en monopole. Alors bon, la justice, la police, l'armée doivent être des monopoles, évidemment, ça ne peut pas fonctionner autrement. Mais pas l'école, ni les musées, ni les bibliothèques. Le savoir doit toujours être au meilleur niveau dans l'école publique. Et l'existence d'une émulation, d'une rivalité est donc utile pour cela. Il faut donc non pas que la concurrence joue entre des établissements d'un même réseau, du réseau public. Ça serait contraire à l'égalité, il faut que ce réseau public soit homogène, qu'il y ait des programmes nationaux, mais il faut qu'elle joue entre des réseaux distincts. C'est entre deux réseaux que la concurrence doit jouer. Donc l'école privée va être pour l'instruction publique un aiguillon, une rivale. En revanche, pour parer les dangers sectaires que cette liberté pourrait entraîner, il y aura monopole public sur les diplômes nationaux, seuls reconnus par la loi. Alors je terminerai sur un problème, parce que Condorcet est un penseur du problème. D'ailleurs, j'aurais pu faire tout l'exposé si j'avais eu 1 heure, en disant ça pose un problème, on résout le problème, ça pose un autre problème, etc. Une fois accessible à tous, l'instruction ne va-t-elle pas révéler une cruelle inégalité, celle des forces, des génies, des talents? Non, s'insurge Condorcet, il faut combattre l'inégalité lorsqu'elle est cause de dépendance, lorsqu'elle soumet un homme à un autre, un homme ou un groupe d'hommes à un autre groupe d'hommes. Aucun dispositif n'a le droit d'empêcher une personne d'atteindre le plus haut niveau dont elle est susceptible. L'instruction publique doit au contraire favoriser le déploiement maximal de l'excellence, pourvu que personne ne soit tenu dans un état de dénuement intellectuel qui le livrerait à la tutelle
d'autrui. Alors, si chacun est capable de se diriger d'après sa propre raison, si chacun jouit d'assez d'autonomie intellectuelle pour ne pas être contraint de s'en remettre aveuglément à autrui, les différences de talent et d'habileté, si grandes soient-elles, ne peuvent être nuisibles. Elles sont la paisible jouissance d'un droit naturel et en plus tout le monde peut en profiter. Je terminerai donc par cette citation. Il y a plusieurs. Il donne l'exemple du grand mathématicien. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que Condorcet dit il faut faire aussi la part du rapport. Hein. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses n'est pas forcément dans une position de domination par rapport à quelqu'un qui en sait peu. Par exemple, et inversement, quelqu'un qui sait peu de choses peut être dans un état de domination, peut avoir un pouvoir sur quelqu'un qui ne sait rien du tout. Par exemple, savoir lire, ne pas savoir lire. Savoir lire, c'est finalement assez peu de choses. Eh bien, celui qui sait lire peut opprimer celui qui ne sait pas lire du tout. Il peut lui lire son courrier et puis lui dire n'importe quoi. En revanche, celui qui sait bien l'arithmétique, qui a les éléments des mathématiques, n'est pas opprimé par le génie d'un d'Alembert, le plus haut génie des sciences mathématiques. Vous voyez, le rapport n'est pas toujours le même. Alors je terminerai par cette citation, et là j'ai vraiment fini. Il en résultera sans doute une différence plus grande en faveur de ceux qui ont plus de talent naturel et à qui une fortune indépendante laisse la liberté de consacrer plus d'années à l'étude. Mais si cette inégalité ne soumet pas un homme à un autre, si elle offre un appui au plus faible sans lui donner un maître, elle n'est ni un mal ni une injustice. Et certes, ce serait un amour de l'égalité bien funeste que celui qui craindrait d'étendre la classe des hommes éclairés et d'y augmenter les lumières. Ça, c'est une petite pique sur peut-être à Montesquieu, un amour de l'égalité. Il peut y en avoir, oui. Il y a un amour de l'égalité funeste, c'est celui qui craindrait d'étendre la classe des hommes éclairés et d'y augmenter les lumières. Voilà, je m'arrête ici.